Culture chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Sous d'impressionnantes puits de lumière se cache toute la beauté des ouvrages de la bibliothèque de l'INHA. La photographe Carole Belaïch passe de l'autre côté de l'appareil aujourd'hui pour nous parler de sa carrière sans cliché. Dans la famille des femmes qui ont marqué l'histoire, on voudrait Marie Curie, découverte du pari d'une scientifique audacieuse. Celui qui a plusieurs cordes à son arc, c'est Simon, notre luthier du jour, qui nous fait découvrir son savoir-faire musical dans Focus. Déniché aux quatre coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. En périphérie de Brest se trouve la ferme à Raymonde. Derrière cette drôle de faute de français et ce nom un peu suranné, se cache une maison de jardinage et de la biodiversité ouverte à tous. Le but, démocratiser l'accès au jardin et de redonner vie à une ancienne exploitation agricole. Ici, c'est bricolage, jardinage, rencontres, bref, on cultive le partage à tous les étages. Que serait Paris sans ces incontournables chaises bistrot en rotin? Si typiques des terrasses de la capitale, ces chaises sont nées de l'esprit de la maison Drucker en 1885. Fabriqué à la main dans l'Oise, le rotin est étuvé, cintré, séché, le tout selon les mêmes méthodes depuis la fin du 19e. Il y en a qui collectionnent les timbres ou les boules à neige, et puis il y a ceux qui collectionnent les bijoux comme Solange Thierry de Saint-Rapt. L'ouvrage Bijoux contemporains, une passion, inventerie sa collection où se côtoient les trésors de plus de 180 créateurs, maîtrisant chacun à leur manière les techniques sublimes. Pour une démarche toujours plus zéro déchet, voici le petit carré français, un indispensable de l'Hexagone qui permet de se démaquiller sans gaspiller. Ces carrés de coton doublés avec des tissus imprimés sont lavables et transportables partout. Que ce soit dans leur version bio ou classique, ils sont réutilisables près de 300 fois. Un carré qui a de la suite dans les idées. La bibliothèque de l'Institut national de l'histoire de l'art cache silencieusement de précieux ouvrages et bijoux d'architecture. C'est en coulisses. Classée au titre des monuments historiques, la bibliothèque de l'Institut national de l'histoire de l'art est une véritable œuvre architecturale. Aujourd'hui, on vous emmène visiter les coulisses d'un lieu où le livre est l'acteur principal d'une pièce monumentale. Sentez-vous privilégié, la bibliothèque n'ouvre pas ses portes si facilement. Ça n'est pas une bibliothèque qui est ouverte à tous, comme ça, sans besoin. C'est une bibliothèque qui est ouverte aux chercheurs. C'est un public d'étudiants à partir du master, historiens de l'art, enseignants en histoire de l'art à l'université, conservateurs de musées, du monde entier. Et pour notre plus grande chance, la bibliothèque est ouverte seulement pour nous aujourd'hui. Ça nous laisse un peu de temps pour écouter son histoire. Il y avait en France une bibliothèque nationale depuis longtemps et l'empereur Napoléon III a décidé de faire en sorte qu'on ait une bibliothèque dont l'ampleur corresponde à l'ampleur des collections et aussi l'ampleur symbolique qu'on voulait accorder au savoir. En 2016, l'INHA augmente sa collection et devient l'une des plus importantes au monde consacrée à l'histoire de l'art. L'architecte de ce chef-d'œuvre est Henri Labrouste. En 1868, la salle est inaugurée, mais à cette époque, les défis architecturaux sont grands. Au milieu du 19e siècle, il n'y avait pas l'électricité, donc ce qu'il a fait, c'est de capter toute la lumière possible en créant ces grandes coupoles que l'on voit ici. Et puis, il a utilisé des matériaux, les carreaux d'émail qui sont placés autour de ces coupoles, ils sont faits pour réfléchir la lumière au maximum. Ingénieux, et ces coupoles ne sont pas les seules à éclairer les lecteurs. Il a demandé à un peintre, Alexandre Degoff, de réaliser des fresques qui sont seulement des paysages, sans personnages, pour ne pas distraire les lecteurs, mais qui viennent aussi, avec des images, donner une sensation de lumière plus grande. Il fallait aussi penser à chauffer cette immense pièce. Ces calorifères sont placés dans toutes les salles pour diffuser de la chaleur. Avec sous les pieds des lecteurs, des salles dans lesquelles on peut faire du feu et faire de la chaleur. Il met dans la salle, autour de la salle, des éléments qui vont produire une chaleur maximale et il en fait ces espèces de globes que vous avez qui sont en même temps très décoratifs. Suivons le guide, avec lui on peut rentrer dans cette petite salle. Ici, l'endroit est réservé pour consulter les œuvres des réserves de la bibliothèque. Dans cet espace spécifique,
qui est l'espace Jacques Doucet, à l'intérieur de la bibliothèque, où on vient uniquement à des heures spécifiques, avec un nombre limité de chercheurs en même temps, et qui demandent des ouvrages qui demandent toutes ces précautions pour les manipuler. Rien que pour nous, certaines œuvres sont sorties de leur cachette, comme ce catalogue d'exposition de Marcel Duchamp ou cette lettre du jeune Henri Matisse adressée à Camille Pissarro. On voit Matisse demander à Pissarro un rendez-vous pour lui parler et lui montrer sa peinture. Et on sait à quel point ce passage du néo-impressionnisme au fauvisme a été extrêmement important dans le basculement du 19e siècle au début du 20e siècle. Quittons la pièce pour rejoindre le magasin central. Attenant à la grande salle, il est facilement accessible pour les chercheurs. On a ici sur 4 étages un peu plus de 150 000 volumes, donc exclusivement en histoire de l'art, architecture et patrimoine, dans toutes les langues. Depuis le passage de l'architecte Henri Labrouste, le magasin central a été modernisé pour accueillir plus d'ouvrages. Mais de cette époque restent encore les vestiges d'un système pneumatique. Qui permettait aux magasiniers de la bibliothèque d'envoyer des bulletins de communication directement dans les étages des magasins. Et on retrouve donc là, en fait, dans un objet fonctionnel, toute la logique de modernisation que Labrouste a voulu pour la salle de lecture et le magasin central. Du côté des étagères, plutôt bien garnies, chaque livre a sa place attitrée. La classification reprend celle de la bibliothèque du Congrès des États-Unis. À vos recherches alors, l'histoire de l'art n'a ici plus aucun secret. En noir et blanc ou en couleur, Carole Belaïch, photographe, nous déroule la pellicule de ses inspirations tout en contraste. Fanny Ardant, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Isabelle Carré, la collection d'actrices et d'acteurs de la photographe Carole Belaïch n'en finit pas de s'agrandir. C'est à 13 ans seulement que la célèbre photographe Dominique Issermann la remarque. Quelques années plus tard, elle lui confie son carnet d'adresses. Les premiers acteurs que m'a présenté Dominique Issermann, qui m'ont appelé très confiants parce qu'Issermann leur disait « moi je ferai mes photos avec elle », ça a fait une boule de neige extrêmement rapide. La liste est longue, mais c'est à Isabelle Huppert qu'elle décide de consacrer un livre. Les deux femmes se rencontrent en 1994 pour la couverture du Cahier du cinéma. Depuis, l'actrice n'a jamais disparu de l'objectif de la photographe. En fait, j'ai été fascinée par la façon qu'elle avait de se faire photographier, qui était assez différente des autres, parce qu'elle a une sorte d'engagement un peu total, comme ça, dans la photo. J'ai attendu 25 ans pour faire ce livre, mais je pense que j'ai bien fait, en fait, parce que j'ai beaucoup de photos d'elle, quoi. 25 ans de photos, c'est chouette. Mais il n'y a pas seulement le cinéma dans l'œuvre de Carole Belaïch. Elle s'émerveille des lieux comme le Bellagio, un bar dansant du 11e arrondissement de Paris qu'elle a photographié pendant 2 ans. Je me suis retrouvée devant comme un film, en fait. Tout un côté comme ça, très cinéma, un peu des années 50 ou même des années 40, plongé dans une sorte de séquence de film. C'est des gens qui ont plus de 75 ans, mais qui veulent continuer à vivre, à plaire, à séduire, à flirter, à danser. Enfin, c'est gai et en même temps, il y a une énorme nostalgie dans ce lieu. Enfin, j'adore d'ailleurs la balance entre les deux. Et c'est avec son éditrice, Charlotte Vanier, que la photographe prépare son nouveau livre. C'est sur l'appartement où j'ai grandi, l'appartement de mon enfance, quoi, de mes parents, où j'ai commencé à faire de la photo, qui était un lieu très beau, avec une très très belle lumière, où j'ai fait donc mes premières photos à 13 ans. Et ça a été jusqu'à mes 26 ans, bon, en fait, mon studio de photo idéal. Anne Brouchet, Juliette Binoche, Emmanuel Béard, beaucoup de grands noms du tapis rouge ont défilé dans cet appartement. Certains ont même écrit pour ce livre. Charlotte connaît Carole depuis les débuts de sa carrière. Ce qui me plaît chez Carole, c'est qu'elle a beaucoup d'humilité. Et ça, c'est chouette, parce que quand on voit ces photos qui sont
Alors pas toutes évidemment, mais il y a certaines photos qui sont juste extraordinaires. Et puis il y a derrière Carole qui est humble, tranquille, et je trouve ça plutôt bien. Il y a l'histoire de l'argentique aussi, ça me plaisait, parce que c'est un format qu'on a perdu. Et puis l'idée de refouiller dans le passé, de ressortir des trucs et de le faire avec elle, c'était une très belle idée, quoi. Fini la réflexion et place à l'action. C'est dans la chambre de l'hôtel du Crillon que Carole a photographié pour la première fois Catherine Deneuve et Fanny Ardant. Place aujourd'hui à la nouvelle génération, Jessica Crécy. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour elle, parce qu'elle correspond tout à fait au type de femme que j'adore photographier. Elle a cette espèce de mystère, en même temps de blondeur, elle a ce côté très Botticelli, et en même temps Hitchcockien, enfin la féminité que je recherche, que j'ai cherché un peu tout le temps dans mes modèles. Pour cette séance, pas de lumière artificielle, une simplicité que Carole préfère. C'est vrai que quand je peux travailler en lumière du jour, c'est quand même toujours la plus belle lumière, il n'y a rien à faire, quoi. Ça reste la plus pure. Il y a quelque chose de la lumière presque divine, on pourrait dire, de la lumière du jour. On éteint la lumière et on passe à la chambre noire. Carole vient de réaliser une série sur les jardins parisiens tout en argentique. Elle vient chez Stéphane Cormier pour tirer sa première photo. Je me suis remise dans l'acte de photographier d'une façon plus posée, plus réfléchie. Je partais pendant 3 heures, je devais faire 15 photos, ce qui est rien. Et en même temps, ça m'a un peu calmée de cette agitation du numérique où on appuie sans arrêt, où on fait des photos sans même réfléchir parfois, parce que ça devient systématique. La photo impose son rythme quand la lumière se rallume. Carole découvre enfin le premier cliché d'une longue série. Bonjour Carole. Bonjour Caterina. Carole, vous avez commencé la photo très tôt, vous avez 13-14 ans et vous avez trouvé une caméra, une Pentax cachée dans le placard de votre papa et c'était un jeu. Est-ce que ce côté jeu est toujours là après toutes ces années? Complètement, quand je réfléchis un peu à toutes ces séances photos qui sont vraiment des moments de plaisir, en fait, je me dis je reste dans la même relation à mes modèles, à ces moments comme ça de grande complicité, de mettre en scène des personnages, de les maquiller, de les habiller, enfin tout ça, en fait avec les acteurs et les actrices, j'ai gardé cette relation à l'autre qui est très importante pour moi dans ma vie quotidienne en fait. Parce que en fin de compte, c'est comme ça que vous avez réellement commencé, en photographiant vos copines d'école, en les habillant, en les maquillant. Et finalement, qu'est-ce que vous cherchez réellement en elle? La beauté, une ambiance ou cette fameuse complicité? Oui, alors la beauté, c'est sûr, parce que je crois que c'est quelque chose qui me fascine. Et je suis toujours très cinéphile, ce qui fait qu'en fait, je me suis beaucoup inspirée de films quand j'étais adolescente, de plans de cinéma, d'ambiance, de filles allongées dans les escaliers qui racontaient des histoires. C'était pour moi des mini-films en fait. Et dans votre tête, c'est noir et blanc? Non, pas seulement. Il y a aussi... En fait, j'ai commencé un vrai travail en couleur en photographiant des familles africaines qui avaient un problème de logement. Donc en fait, je me suis retrouvée en face de ces familles africaines habillées. Et j'ai pris mon 6.6 et mes pellicules couleur et j'ai commencé vraiment à travailler la couleur. Alors à 21 ans, vous avez lancé une série de photos dans des musées. Comment vous avez fait? Parce que ça n'a dû pas être facile à organiser. Je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est mettre les acteurs au musée, en fait. Il y avait un peu l'idée comme ça de les sacraliser. Et j'ai appelé le musée du Louvre. Je suis arrivée comme ça, donc j'étais quand même très jeune. Et j'ai dit à la femme qui s'occupait de ça, voilà, moi je vais amener des acteurs chez vous. Et donc j'ai eu l'autorisation le mardi de venir le matin. Et le musée Rodin, puisque le musée du Louvre était d'accord, a accepté aussi de me prêter le musée le mardi. Et le musée d'Orsay, et les petits musées où on pouvait y aller sans autorisation. Donc en fait, tous les mardis, ou
lundi, je faisais mes photos avec plein d'acteurs et plein de cinéastes et plein d'actrices dans ces studios de photos énormes. Donc vous avez travaillé pendant 15 ans pour les Cahiers du cinéma. Une grande partie de votre carrière s'est passée là parce que vous avez rencontré beaucoup de cinéastes, de directeurs, de réalisateurs. Oui, c'est un beau jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les Cahiers du cinéma. J'avais très envie de travailler pour eux parce que c'était aussi le journal mythique de mon père. Il avait toute la collection. Bon, j'avais un père très cinéphile. Et donc j'appelle pour aller au Festival de Venise, couvrir le festival pour eux. Et ils m'ont dit OK. Et donc notre collaboration a duré. Elle a duré pendant des années, ce qui fait que j'étais un peu la photographe des Cahiers du cinéma. Et du coup, avec les festivals de Cannes, de Venise et à Paris, j'allais chez les cinéastes, je les photographiais. J'ai fait une quantité de photos, j'ai rencontré des gens passionnants avec qui j'avais une relation très différente de celle avec les acteurs et les actrices, parce que les cinéastes ne sont pas du tout des gens qui se laissent diriger, oui. Oui, c'est-à-dire il y avait le regard complice sur mon appareil photo déjà, par exemple, et du coup, s'échanger des dialogues sur la lumière, sur la mise, sur le cadre, enfin des choses comme ça. Et c'était passionnant de rencontrer des gens qui étaient du même bord et en plus des gens dont j'admirais l'œuvre. Merci beaucoup, Carole. Merci, Caterina. Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante, la physicienne et chimiste Marie Curie a fait des découvertes qui ont marqué l'histoire. Visite dans ses pas. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a couru, marché, rampé, arpenté, cheminé les rues de la capitale pour vous parler de la plus célèbre des scientifiques, Marie Curie. Faisons d'abord une halte au musée Pierre et Marie Curie. C'est ici que Marie a terminé sa carrière, dans ce bureau et ce laboratoire conservé en l'état. Mais remontons le fil des années pour découvrir l'enfance de la scientifique. Marie Curie est née à Varsovie en 1867, à une époque où la Pologne était une partie de l'Empire russe. Et ça avait comme conséquence que les femmes n'avaient pas accès à l'université. Et la petite Maria, après des études secondaires brillantes, n'avait qu'une envie, c'est d'étudier la science. C'est à Paris qu'elle obtient une licence de physique puis de mathématiques. Par la suite, on lui confie un rapport pour étudier le magnétisme des aciers. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Pierre Curie. Alors c'est à la fois une histoire d'amour évidemment et puis une histoire de science, puisque Pierre et Marie Curie vont avoir 2 enfants, 2 filles, Irène et Ève, mais vont aussi découvrir 2 nouveaux éléments chimiques qui ont des propriétés très particulières, c'est qu'ils sont radioactifs. En 1903, ils obtiennent le prix Nobel de physique pour cette découverte qu'ils partageront avec Henri Becquerel. Mais la réussite de Marie Curie ne s'arrête pas là. En 1911, Marie Curie obtient un second prix Nobel de chimie cette fois-ci, le premier était de physique. Malheureusement, elle était seule pour ce second prix Nobel puisque Pierre Curie est décédé en 1906 d'un accident de circulation. Et elle obtient ce second prix Nobel pour avoir réussi à purifier l'élément radium et à prouver donc son existence. À quelques pas du musée se trouve l'école de physique-chimie de Paris. Ici, Pierre Curie était chercheur et professeur. Marie décide de le rejoindre plutôt que de retourner en Pologne. Elle est venue travailler ici avec lui parce que, déjà pour ses travaux sur le magnétisme des aciers, et on le sait parce que dès 1895, elle écrit à ses proches en leur disant si vous m'écrivez à 42 rue Lomont. C'était l'adresse à l'époque de l'école qui est juste à 2 pas d'ici. C'est ici que les 2 scientifiques ont découvert le radium et le polonium. Marie Curie deviendra même membre du conseil d'administration de l'établissement. Dans les murs restent encore des traces de leur passage. Au sous-sol, on retrouve même des appareils originaux pour mesurer la radioactivité. Et depuis cette époque, Pierre et Marie n'ont pas été les seuls membres de la famille à venir dans cette école. 3 générations se sont succédées. Leur fille Irène a même obtenu un prix Nobel de chimie. Elle l'a partagé avec son mari Frédéric Joliot en 1935. Les chats ne font pas des chiens, c'est une évidence. Allons, quittons l'école pour nous rendre au Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, mais grâce à Marie Curie, on peut aussi parler des femmes aujourd'hui. Marie Curie est la première femme à entrer au Panthéon pour ses mérites propres, pour reprendre les mots du président de la République, François Mitterrand. Et c'est
tout à la fois un symbole de science qui entre, mais c'est aussi la première femme à entrer. C'est la reconnaissance de cette égalité homme-femme qui jusqu'alors n'existait pas en quelque sorte. Parmi les grands hommes, il n'y avait que les hommes, pas de femmes. Et Marie Curie ouvre la porte à toutes ces successrices en quelque sorte. À l'époque, c'est aussi un choix politique fort. Faire entrer Marie Curie, née Slodowska, c'est aussi un pont vers l'Europe de l'Est. Autre particularité, son cercueil ne ressemble pas à celui des autres locataires. Le tombeau de Marie Curie est entouré de plomb. Alors évidemment, puisqu'elle a travaillé avec l'uranium, le polonium, par mesure de précaution, son cercueil avait été doublé de capitonnés de plomb. On est rassuré, on peut s'approcher sans prendre de risques. Scientifique de génie, Marie Curie méritait bien un musée consacré à sa vie. Ses découvertes ont révolutionné la physique et la chimie. Au Panthéon, elle reste encore aujourd'hui l'une des figures les plus recherchées par les visiteurs. Violon, violoncelle, contrebasse et autres instruments à cordes prennent toute leur musicalité dans les mains du luthier Simon Bourg. Aussi ancienne que les instruments à cordes, la lutherie, ou l'art de fabriquer des instruments à cordes pincées ou frottés de type violon, violoncelle ou encore guitare, remonte au XVIe siècle. Berceau de cet artisanat, c'est à Crémonée, en Italie, que l'on retrouve les traces des premiers luthiers, avec notamment le fameux Stradivarius, que même les moins mélomanes connaissent. Et dans la famille des luthiers, on demande le restaurateur. N'allez surtout pas croire que son titre est moins prestigieux que le créateur, car pour être un bon restaurateur, il faut impérativement avoir quelques années de création dans les doigts pour arriver à redonner le la à ces petits bijoux à cordes. Et c'est avec Simon Bourg, un meilleur ouvrier de France bordelais, que nous allons vous faire découvrir l'envers du décor de la restauration. Et il semblerait qu'ils nous attendent en musique. Vous entendez ? C'est exactement pour le plaisir de jouer de la musique que Simon a décidé tout petit qu'un jour il serait luthier. Et je me suis dit, pourquoi pas lier, comme tous les jeunes à qui on parle de ce métier-là, pourquoi pas lier à la fois le métier de construire des instruments et en jouer. Je trouvais ça vraiment formidable. Si formidable que Simon quitte la France pour la prestigieuse école de lutherie de Crémonée. Après ses 4 années d'études, Simon rentre à Bordeaux et commence à créer des guitares puis des violons. Et c'est au bout de quelques années qu'il se spécialise dans la restauration des instruments du quatuor, autrement dit du violon, du violoncelle et de l'alto. Et pour restaurer un instrument, cela demande une certaine connaissance en histoire de la musique, car un luthier doit aussi pouvoir expertiser son instrument. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. On dit souvent entre luthiers qu'une vie ne suffirait pas à tout apprendre, il faudrait vivre 200 ans à peu près pour tout connaître. Rien qu'au niveau des estimations des instruments de musique, à apprendre à reconnaître des instruments, qui a fabriqué à telle époque, suivant que tel luthier à l'époque faisait tel vernis, tel filet, tel modèle, telle voûte. C'est une accumulation de petits détails qui font qu'on arrive à déterminer les provenances d'instruments anciens. Un peu comme un chirurgien, Simon Bourg inspecte le corps de l'instrument. Parfois, il pense les petits bobos avec du vernis et parfois les interventions sont plus périlleuses, comme pour ce violon qu'il a dû démonter pour refaire les joints du fond qui se décollaient et raboter la barre d'harmonie. Car l'instrument vibre tellement quand il est joué que le moindre défaut viendra faire une vibration parasite pas très belle à l'oreille. Vient maintenant la partie visible de l'iceberg, le chevalet et les cordes. Donc je viens d'installer le mi et le sol, les cordes extrêmes. Je place un chevalet à l'endroit où il faut. Ensuite, je mesure la hauteur de corde sous la corde. En fait, là, j'ai 1 cm et il va falloir que je descende à 3 mm et demi. Direction l'établi. Au ciseau à bois, je vais en fait dégrossir les pieds de façon à ce que les pieds s'appuient parfaitement sur la table. Simon travaille ensuite les détails du chevalet, du cœur, des ouïes, autant de noms poétiques et de minutie sont nécessaires. Une fois le chevalet prêt, il n'y a plus qu'à le monter pour installer les cordes. Et si les chevilles coincent, pas de panique, Simon a des solutions à tout. C'est comme du rouge à lèvres, ce n'est pas du rouge à lèvres. Alors ça sert en fait à établir un bon contact entre la cheville et le bois du chevillet, de façon à ce que la cheville tourne bien sans à-coups.
Nous voilà donc avec un instrument en parfait état de marche, prêt à résonner dans l'atelier. Ah non, il manque un élément essentiel. L'archet est un peu mal en point. Il faut le démonter, changer quelques grains et le remonter avant la touche finale qui est aussi un petit secret de fabrication. Donc on passe en fait les crins qui sont détendus sur la flamme, et ce qui fait que la chaleur en fait tend les crins qui sont trop longs. Et là vous avez une mèche toute neuve avec les crins bien ajustés. Avec sa multitude d'outils, Simon Bourg restaure tout type d'instruments à cordes. Et surtout, il profite de quelques pauses musicales pour se dégourdir les doigts, et ce n'est pas pour déplaire à nos oreilles. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.